Mais ils se rencontrent au salon, certains moments pendant lesquels deux femmes ne sont pas toujours libres de diriger leurs pas dans les galeries. Mademoiselle Guillaume et sa cousine furent poussées à quelques pas du second tableau, par suite des mouvements irréguliers que la foule leur imprima. Le hasard voulut qu'elles eussent la facilité d'approcher ensemble de la toile illustrée par le mode. D'accord, cette fois, avec le talent, la femme du notaire fit une exclamation de surprise perdue dans le brouhaha et les bourdements de la foule. Mais Augustine pleura involontairement à l'aspect de cette merveilleuse scène, puis, par un sentiment presque inexplicable, elle mit un doigt sur ses lèvres en apercevant à 2 pas d'elle la figure extatique du jeune artiste. L'inconnu répondit par un signe de tête et désigna madame Requin, comme un trouble-fête, afin de montrer à Augustine qu'elle était comprise. Cette pantomime jeta comme un brasier dans le corps de la pauvre fille qui se trouva criminelle, en se figurant qu'il venait de se conclure un pacte entre elle et l'artiste. Une chaleur étouffante, le continuel aspect des brillantes toilettes et de l'étourdissement que produisait sur Augustine la variété des couleurs, la multitude des figures vivantes ou peintes, la profusion des cadres d'or, lui firent éprouver une espèce d'enivrement qui redoubla ses craintes. Elle se serait peut-être évanouie si, malgré ce chaos de sensations, il ne s'était élevé au fond de son cœur une jouissance inconnue qui vivifiait tout son être. Néanmoins, elle se crut sous l'emprise de ce démon dont les terribles pièges lui étaient prédits par la voix tonnante des prédicateurs. Ce moment fut pour elle comme un moment de folie. Elle se vit accompagnée jusqu'à la voiture de sa cousine par ce jeune homme resplendissant de bonheur et d'amour. En proie à une irritation toute nouvelle, une ivresse qui la livrait en quelque sorte à la nature, Augustine écouta la voix éloquente de son cœur et regarda plusieurs fois le jeune peintre, en laissant paraître le trouble dont elle était saisie. Jamais l'incarnate de ses joues n'avait formé de plus vigoureux contraste avec la blancheur de sa peau. L'artiste aperçut alors cette beauté dans toute sa fleur, cette pudeur dans toute sa gloire. Augustine éprouva une sorte de joie mêlée de terreur en pensant que sa présence causait la félicité de celui dont le nom était sur toutes les lèvres, dont le talent donnait l'immortalité à des passagères images. Elle était aimée, il lui était impossible d'en douter. Quand elle ne vit plus l'artiste, elle entendit encore retentir dans son cœur ces paroles simples. « Vous voyez ce que l'amour m'a fait faire. » Et les palpitations devenues plus profondes lui semblèrent une douleur, tant son sang plus ardent réveilla dans son corps de puissances inconnues. Elle feignit d'avoir un grand mal de tête pour éviter de répondre aux questions de sa cousine relativement au tableau. Mais au retour, madame Requin ne put s'empêcher de parler à madame Guillaume de la célébrité obtenue par le chat qui pelote, et Augustine trembla de tous ses membres en entendant dire à sa mère qu'elle irait au salon pour y voir sa maison. La jeune fille insista de nouveau sur sa souffrance, et obtint la permission d'aller se coucher. Voilà ce qu'on gagne à tous ces spectacles, s'écria monsieur Guillaume, des maux de tête. Est-ce donc bien amusant de voir en peinture ce qu'on rencontre tous les jours dans notre rue? Ne me parlez pas de ces artistes qui sont, comme vos auteurs, des mœurs de faim. Que diable ont-ils besoin de prendre ma maison pour la vilipender dans leurs tableaux? Cela pourra nous faire vendre quelques draps de plus, dit Joseph Lebas. Cette observation n'empêcha pas que les arts et la pensée ne fussent condamnés encore une fois au tribunal du négoce. Comme on doit bien le penser, ces discours ne donnèrent pas grand espoir à Augustine. Elle eut toute la nuit pour se livrer à la première méditation de l'amour. Les événements de cette journée furent comme un songe qu'elle se plut à reproduire dans sa pensée. Elle s'initia aux craintes, aux espérances, aux remords, à toutes ces ondulations de sentiments qui devaient bercer un cœur simple et timide comme le sien. Quel vide elle reconnut dans cette noire maison, et quel trésor elle trouva dans son âme. Être la femme d'un homme de talent, partager sa gloire, quel ravage cette idée ne devait-elle pas faire au cœur d'une enfant élevée au sein de cette famille? Quelle espérance ne devait-elle pas éveiller chez une jeune personne qui, nourrie jusqu'alors de principes vulgaires, avait désiré une vie élégante? Un rayon de soleil était tombé dans cette prison. Augustine aima tout d'un coup. En elle, tant de sentiments étaient flattés à la fois qu'elle succomba sans rien calculer. À 18 ans, l'amour ne se jette-t-il pas sans prisme entre le monde et les yeux d'une jeune fille? Incapable de deviner les rudes chocs qui résultent de l'alliance d'une femme aimante avec un homme d'imagination, elle crut être appelée à faire le bonheur de celui-ci, sans apercevoir aucune disparate entre elle et lui. Pour elle, le présent fut tout l'avenir. Quand le lendemain son père et sa mère revinrent du salon, leurs figures attristées annoncèrent quelques désappointements. D'abord, les 2 tableaux avaient été retirés par le peintre, puis madame Guillaume avait perdu son châle de cachemire. Apprendre que les tableaux venaient de disparaître après sa visite au salon fut pour Augustine la révélation d'une délicatesse de sentiment
que les femmes semblent toujours apprécier, même instinctivement. Le matin où, rentrant d'un bal, Théodore de Sommervieux, tel était le nom que la renommée avait apporté dans le cœur d'Augustine, fut aspergé par les commis du chat qui pelote. Pendant qu'il attendait l'apparition de sa naïve amie, qui ne le savait certes pas là, les deux amants se voyaient pour la 4e fois seulement depuis la scène du salon. Les obstacles que le régime de la maison Guillaume opposait au caractère fougueux de l'artiste donnaient à sa passion pour Augustine une violence facile à concevoir. Comment aborder une jeune fille assise dans un comptoir entre deux femmes telles que mademoiselle Virginie et madame Guillaume? Comment correspondre avec elle quand sa mère ne la quitta jamais? Habile comme tous les amants à se forger des malheurs, Théodore se créait un rival dans l'un des commis et mettait les autres dans les intérêts de son rival. S'il échappait à tant d'argus, il se voyait échouant sous les yeux sévères du vieux négociant ou de madame Guillaume. Partout des barrières, partout le désespoir. La violence même de sa passion empêchait le jeune peintre de trouver ces expédients ingénieux qui, chez les prisonniers comme chez les amants, semblent être le dernier effort de la raison, échauffé par un sauvage besoin de liberté ou par le feu de l'amour. Théodore tournait alors dans le quartier avec l'activité d'un fou, comme si le mouvement pouvait lui suggérer des ruses. Après s'être bien tourmenté l'imagination, il inventa de gagner à prix d'or la servante joufflue. Quelques lettres furent donc échangées de loin en loin pendant la quinzaine qui suivit la malencontreuse matinée où M. Guillaume et Théodore s'étaient si bien examinés. En ce moment, les deux jeunes gens étaient convenus de se voir à une certaine heure du jour et le dimanche à Saint-Leu pendant la messe et les vêpres. Augustine avait envoyé à son cher Théodore la liste des parents et des amis de la famille, chez lequel le jeune peintre tâcha d'avoir accès afin d'intéresser à ses amoureuses pensées. S'il était possible, une de ces âmes occupée d'argent, de commerce, auquel une passion véritable devait sembler la spéculation la plus monstrueuse, une spéculation inouïe. D'ailleurs, rien ne changea dans les habitudes du chat qui pelote. Si Augustine fut distraite, si contre toute espèce d'obéissance aux lois de la charte domestique, elle monta à sa chambre pour y aller, grâce à un pot de fleurs établi des signaux. Si elle soupira, si elle pensa enfin personne, pas même sa mère ne s'en aperçut, cette circonstance causera quelque surprise à ceux qui auront compris l'esprit de cette maison, où une pensée entachée de poésie devait produire un contraste avec les êtres et les choses où personne ne pouvait se permettre ni un geste ni un regard qui ne fussent vus et analysés. Cependant, rien de plus naturel. Le faisceau si tranquille qui naviguait sur la mer orageuse de la place de Paris, sous le pavillon du chat qui pelote, était la proie d'une de ces tempêtes qu'on pourrait nommer équinoxiales, à cause de leur retour périodique. Depuis 15 jours, les 4 hommes de l'équipage, madame Guillaume et mademoiselle Virginie, s'adonnaient à ce travail excessif désigné sous le nom d'inventaire. On remuait tous les ballots et l'on vérifiait l'aunage des pièces pour s'assurer de la valeur exacte du coupon. On examinait soigneusement la carte appendue au paquet pour reconnaître en quel temps les draps avaient été achetés. On fixait le prix actuel, toujours debout, son aune à la main, la plume derrière l'oreille. Monsieur Guillaume ressemblait à un capitaine, commandant la manœuvre. Sa voix aiguë, passant par un Judas pour interroger la profondeur des écoutilles du magasin d'en bas, faisait entendre ces barbares locutions de commerce qui ne s'expriment que par énigme. Combien HNZ enlevé. Que reste-t-il du QX? 2 zones. Quel prix? 553. Porté à 3 à tout Gigi, tout MP et le reste VDO. 1000 autres phrases, tout aussi intelligibles, ronflaient à travers les comptoirs, comme des vers de la poésie moderne que des romantiques se seraient cités afin d'entretenir leur enthousiasme pour un de leurs poètes. Le soir, Guillaume, enfermé avec son commis, et sa femme soldaient les comptes, portaient à nouveau, écrivaient aux retardataires et dressaient des factures. Tous trois préparaient ce travail immense dont le résultat tenait sur un carré de papier tel hier. Éprouvaient à la maison Guillaume qu'il existait tant en argent, tant en marchandises, tant en traites et billets, qu'elle ne devait pas un sou, qu'il lui était dû 100 ou 200 000 francs, que la capitale avait augmenté, que les fermes, les maisons, les rentes allaient être aux arrondis ou réparées au double. De là résultait la nécessité de recommencer avec plus d'ardeur que jamais à ramasser de nouveaux écus, sans qu'il vînt en tête à ces courageuses fourmis de se demander à quoi bon. À la faveur de ce tumulte annuel, l'heureuse Augustine échappait à l'investigation de ses argus. Enfin, un samedi soir, la clôture de l'inventaire eut lieu. Les chiffres totaux actifs offrirent assez de zéros
pour qu'en cette circonstance Guillaume levât la consigne sévère qui régnait toute l'année au dessert. Le sournois drapier se frotta les mains et permit à ses commis de rester à sa table. À peine chacun des hommes de l'équipage achevait-il son petit verre de liqueur de ménage, on entendit le roulement d'une voiture. La famille alla voir Cendrillon aux variétés, tandis que les 2 derniers commis reçurent chacun un écu de 6 francs et la permission d'aller où bon leur semblerait, pourvu qu'ils fussent rentrés à minuit. Malgré cette débauche, le dimanche matin, le vieux marchand drapier fit sa barbe dès 6 heures, endossa son habit marron, dont les superbes reflets lui causaient toujours le même contentement. Il attacha des boucles d'or aux oreilles de son ample culotte de soie, puis vers 7 heures, au moment où tous dormaient encore dans la maison, il se dirigea vers le petit cabinet attenant à son magasin du premier étage. Le jour y venait d'une croisée armée de gros barreaux de fer, et qui donnait sur une petite cour carrée, formée de murs si noirs qu'elle ressemblait assez à un puits. Le vieux négociant ouvrit lui-même ses volets, garnis de tôle qu'il connaissait si bien, et releva une moitié du vitrage en le faisant glisser dans sa coulisse. L'air glacé de la cour vint rafraîchir la chaude atmosphère de ce cabinet, qui exhalait l'odeur particulière au bureau. Le marchand resta debout, la main posée sur le bras crasseux d'un fauteuil de canne doublé de maroquin dont la couleur primitive s'était effacée. Il semblait hésiter à s'y asseoir. Il regarda d'un air attendri le bureau à double pupitre, où la place de sa femme se trouvait ménagée, dans le côté opposé de la sienne, par une petite arcade pratiquée dans le mur. Il contempla les cartons numérotés, les ficelles, les ustensiles, les fers à marquer, le drap, la caisse, objet d'une origine immémoriale, et crut se revoir devant l'ombre évoquée du sieur Chevrel. Il avança le même tabouret sur lequel il s'était jadis assis en présence de son défunt patron, ce tabouret garni de cuir noir, et dont le crin s'échappait depuis longtemps par les coins, mais sans se perdre. Il le plaça d'une main tremblante au même endroit où son prédécesseur l'avait mis. Puis, dans une agitation difficile à décrire, il tira la sonnette qui correspondait au chevet du lit de Joseph Lebas. Quand ce coup décisif eut été frappé, le vieillard, pour qui ses souvenirs furent sans doute trop lourds, prit 3 ou 4 lettres de change qui lui avaient été présentées, et les regarda sans les voir quand Joseph Lebas se montra soudain. « Asseyez-vous là, lui dit Guillaume en lui désignant le tabouret. Comme jamais le vieux maître, drapier, n'avait fait asseoir son commis devant lui, Joseph Lebas tressaillit. « Que pensez-vous de ces traites » demande Guillaume. « Elles ne seront pas payées. »« Comment ?»« Mais j'ai su qu'avant-hier, Étienne et compagnie ont fait leur paiement en or. »« Oh oh » s'écria le drapier. « Il faut être bien malade pour laisser voir sa bile. Parlons d'autre chose, Joseph. L'inventaire est fini. »« Oui, monsieur, et le dividende est un des plus beaux que vous ayez eus. » « Ne vous servez donc pas de ces nouveaux mots, dites le produit. » Joseph, savez-vous, mon garçon, que c'est un peu à vous que nous devons ces résultats. Aussi, ne vais-je plus que vous ayez d'appointements. Madame Guillaume m'a donné l'idée de vous offrir un intérêt. Hein, Joseph, Guillaume et Lebas, ces mots ne feraient-ils pas une belle raison sociale? On pourrait mettre et compagnie pour arrondir la signature. Les larmes vinrent aux yeux de Joseph Lebas, qui s'efforça de les cacher. « Ah, monsieur Guillaume, comment ai-je pu mériter tant de bonté? Je n'ai fait que mon devoir. C'était déjà temps que de vous intéresser à un pauvre orphe. » Il brossait le parement de sa manche gauche avec la manche droite et n'osait regarder le vieillard qui souriait en pensant que ce modeste jeune homme avait sans doute besoin, comme lui autrefois, d'être encouragé pour rendre l'explication complète. « Cependant, reprit le père de Virginie, vous ne méritez pas beaucoup cette faveur, Joseph. Vous ne mettez pas en moi autant de confiance que j'en mets en vous. » Le commis releva brusquement la tête. « Vous avez le secret de la caisse depuis 2 ans. Je vous ai dit presque toutes mes affaires. Je vous ai fait voyager en fabrique. Enfin, pour vous, je n'ai rien sur le cœur. Mais vous avez une inclination, et ne m'en avez pas touché un seul mot. » Joseph Lebas rougit. « Ah ah !» s'écria Guillaume. « Vous pensiez donc tromper un vieux renard comme moi, à qui vous avez vu deviner la faillite Lecoq. »« Comment, monsieur ?» répondit Joseph Lebas en examinant son patron avec autant d'attention que son patron l'examinait. « Comment vous seriez qui j'aime ?»« Je sais tout, vaurien, lui dit le respectable et rusé marchand en lui tordant le bout de l'oreille. Et je te pardonne, j'ai fait de même. Et vous me l'accorderiez ? Oui, avec 50 000 écus, et je t'en laisserai autant. Et nous marcherons sur nouveaux frais, avec une nouvelle raison. Nous brasserons encore des affaires, garçon, s'écria le vieux marchand en s'exaltant, se levant en agitant ses bras. Vois-tu, mon gendre, il n'y a que le commerce. Ceux qui se demandent quel plaisir on y trouve sont des imbéciles. Être à la piste des affaires,
savoir gouverner sur la place, attendre avec anxiété comme au jeu si les Étienne et compagnie font faillite, voir passer un régiment de la garde impériale habillé de notre drap, donner un croc en jambe aux voisins loyalement, j'entends, fabriquer à meilleur marché que les autres, suivre une affaire qu'on embauche, qui commence, grandir, chancelle et réussit, connaître, comme un ministre de la police, tous les ressorts des maisons de commerce, pour ne pas faire fausse route, se tenir debout devant les naufragés, avoir des amis, par correspondance, dans toutes les villes manufacturières, n'est-ce pas un jeu perpétuel, Joseph? Mais c'est vivre, ça. Je mourrais dans ce tracas-là, comme le vieux chevrel, n'en prenant cependant plus qu'à mon aise. Dans la chaleur de sa plus forte improvisation, le père Guillaume n'avait presque pas regardé son commis qui pleurait à chaudes larmes. « Eh bien, Joseph, mon pauvre garçon, qu'as-tu donc ? Ah, je l'aime tant, tant, monsieur Guillaume, que le cœur me manque, je crois. Eh bien, garçon, dit le marchand attendri, tu es plus heureux que tu ne crois. Ça peur jeu, car elle t'aime, je le sais, moi. Et il cligna ses deux petits yeux verts en regardant son commis. Mademoiselle Augustine, s'écria Joseph Lebas dans son enthousiasme. Il allait s'élancer hors du cabinet, quand il se sentit arrêté par un bras de fer et son patron stupéfait le ramena vigoureusement devant lui. « Qu'est-ce que fait donc Augustine dans cette affaire-là » demande Guillaume, dont la voix glace sur le champ le malheureux Joseph Lebas. « N'est-ce pas elle que j'aime » dit le commis en balbutiant. Déconcerté de son défaut de perspicacité, Guillaume se rassit et mit sa tête pointue dans ses deux mains pour réfléchir à la bizarre position dans laquelle il se trouvait. Joseph Lebas, honteux et au désespoir, resta debout. « Joseph, reprit le négociant avec une dignité froide, je vous parlais de Virginie. L'amour ne se commande pas, je le sais, je connais votre discrétion, nous oublierons cela. Je ne marierai jamais Augustine avant Virginie. Votre intérêt sera de 10%. Le commis auquel l'amour donna je ne sais quel degré de courage et d'éloquence, joignit les mains, prit la parole, parla pendant un quart d'heure à Guillaume avec tant de chaleur de sensibilité que la situation changea. S'il était agi d'une affaire commerciale, le vieux négociant aurait eu les règles fixes pour prendre une résolution, mais jeté à 1000 lieues du commerce sur la mer des sentiments et sans boussole, il flotta irrésolu devant un événement si original. Se disait-il, entraîné par sa bonté naturelle, il battit un peu la campagne. Et diantre, Joseph, tu n'es pas sans savoir que j'ai eu mes 2 enfants à 10 ans de distance. Mademoiselle Chevrel n'était pas belle, elle n'a cependant pas à se plaindre de moi. Fais donc comme moi, enfin, ne pleure pas. Es-tu bête, que veux-tu? Cela s'arrangera peut-être, nous verrons, il y a toujours un moyen de se tirer d'affaire. Nous autres hommes, nous ne sommes pas toujours comme des... C'est là donc, pour nos femmes, tu m'entends, Madame Guillaume est dévote et... Allons, ça peur jeu, mon enfant, donne ce matin le bras à Augustine pour aller à la messe. Telles furent les phrases jetées à l'aventure par Guillaume. La conclusion, qu'il les terminait, ravit l'amoureux commis. Il songeait déjà pour mademoiselle Virginie à l'un de ses amis, quand il sortit du cabinet enfumé, en serrant la main de son futur beau-père, après lui avoir dit, d'un petit air entendu, que tout s'arrangerait au mieux. Que va penser madame Guillaume? Cette idée tourmenta prodigieusement le brave négociant quand il fut seul. Au déjeuner, madame Guillaume et Virginie, auxquelles le marchand drapier avait laissé provisoirement ignorer son désappointement, regardèrent assez malicieusement Joseph Lebas, qui resta grandement embarrassé. La pudeur du commis lui concilia l'amitié de sa belle-mère. La matrone redevint si gaie qu'elle regarda monsieur Guillaume en souriant, et se permit quelques petites plaisanteries d'un usage immémorial dans ces innocentes familles. Elle mit en question la conformité de la taille de Virginie et de celle de Joseph, pour leur demander de se mesurer. Ces niaiseries préparatoires attirèrent quelques nuages sur le front du chef de famille, et il afficha même un tel amour pour le décorum qu'il ordonna à Augustine de prendre le bras du premier commis, en allant à Saint-Leu. Madame Guillaume, étonnée de cette délicatesse masculine, honora son mari d'un signe de tête d'approbation. Le cortège partit donc de la maison dans un ordre qui ne pouvait suggérer aucune interprétation malicieuse aux voisins. « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Augustine, disait le commis en tremblant, que la femme d'un négociant, qui a un bon crédit, comme monsieur Guillaume par exemple, pourrait s'amuser un peu plus que ne s'amuse madame votre mère, pourrait porter des diamants, aller en voiture. Oh, moi d'abord, si je me mariais, je voudrais avoir toute la peine et voir ma femme heureuse. Je ne la mettrai pas dans mon comptoir, voyez-vous, dans la draperie. Les femmes n'y sont plus aussi nécessaires qu'elles les étaient autrefois. Monsieur Guillaume a eu raison d'agir comme il a fait, et d'ailleurs c'était le goût de son épouse. Mais qu'une femme sache donner un coup de main à la comptabilité et à la correspondance, aux détails, aux commandes, à son ménage, afin de ne pas rester oisive, c'est tout. À 7 heures, quand la boutique serait fermée, moi je m'amuserai, j'irai au spectacle et dans le monde. Mais vous ne m'écoutez pas? Si fait, monsieur Joseph,
Que dites-vous de la peinture? C'est là un bel état. Oui, je connais un maître peintre en bâtiment, monsieur Lourdois, qui a des écus. En dévissant ainsi, la famille atteignit l'église de Saint-Leu. Là, madame Guillaume retrouva ses droits et fit mettre, pour la première fois, Augustine à côté d'elle. Virginie prit place sur la 4e chaise à côté de Lebasse. Pendant le prône, tout alla bien entre Augustine et Théodore, qui, debout derrière un pilier, priait sa madone avec ferveur. Mais au lever d'yeux, madame Guillaume s'aperçut un pétard que sa fille Augustine tenait son livre de messe au rebours. Elle se disposait à la gourmander vigoureusement quand, rabaissant son voile, elle interrompit sa lecture et se mit à regarder dans la direction qu'affectionnaient les yeux de sa fille. À l'aide de ses bicycles, elle vit le jeune artiste dont l'élégance mondaine annonçait plutôt quelque capitaine de cavalerie en congé qu'un négociant du quartier. Il est difficile d'imaginer l'état violent dans lequel se trouva madame Guillaume, qui se flattait d'avoir parfaitement élevé ses filles, en reconnaissant dans le cœur d'Augustine un amour clandestin, dont le danger lui fut exagéré par sa pruderie et par son ignorance. Elle crut sa fille gangrénée jusqu'au cœur. « Tenez d'abord votre livre à l'endroit, mademoiselle, dit-elle, à voix basse, mais en tremblant de colère. » Elle arracha vivement le paroissien accusateur et le remit de manière à ce que les lettres fussent dans leur sens naturel. « N'ayez pas le malheur de lever les yeux autre part que sur vos prières, ajouta-t-elle autrement, vous auriez affaire à moi. Après la messe, votre père et moi, nous aurons à vous parler. » Ces paroles furent comme un coup de foudre pour la pauvre Augustine. Elle se sentit défaillir, mais combattre entre la douleur qu'elle éprouvait et la crainte de faire une esclandre, dans l'église, elle eut le courage de cacher ses angoisses. Cependant, il était facile de deviner l'état violent de son âme en voyant le paroissien trembler et des larmes tomber sur chacune des pages qu'elle tournait. Au regard enflammé que lui lança madame Guillaume, l'artiste fit le péril où tombaient ses amours et sortit la rage dans le cœur décidé à tout oser. « Allez dans votre chambre, mademoiselle, dit madame Guillaume à sa fille en rentrant au logis. Nous vous ferons appeler et surtout, ne vous avisez pas d'en sortir. » La conférence que les deux époux eurent ensemble fut si secrète que rien n'en transpira d'abord. Cependant, Virginie, qui avait encouragé sa sœur par 1000 douces représentations, poussa la complaisance jusqu'à se glisser auprès de la porte de la chambre à coucher de sa mère, sur laquelle la discussion avait lieu, pour y recueillir quelques phrases. Au premier voyage qu'elle fit, du 3e au 2e étage, elle entendit son père qui s'écriait « Madame, vous voulez donc tuer votre fille ?» « Ma pauvre enfant, dit Virginie à sa sœur éplorée, papa prend ta défense. »« Et que veulent-ils faire de Théodore » demanda l'innocente créature.